Trois sujets vont meubler nos discussions avec Maître Éric Emmanuel Sosa, qui est notre invité aujourd'hui. Sénégal-Tchad, le Covid emporte Hissène Habré à 79 ans. Burkina Faso, le dossier du dernier gouvernement de Compaoré est prêt pour le jugement selon le procureur de la République. Et Afghanistan, Tony Blair s'insurge contre le retrait des troupes américaines. Maître Éric Emmanuel Sosa, bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. On commence donc par le Sénégal. L'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé à 79 ans au Sénégal, où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité à l'issue d'un procès sans précédent. Alors, Maître Hissène Habré, vous retenez quoi de l'homme? Écoutez, je retiens de l'homme que c'est c'est le premier chef d'État africain qui a été jugé en dehors de son pays et en terre africaine par une juridiction purement africaine. C'est un fait historique suffisamment notable pour être remarqué. Mais en dehors de ça, de mon point de vue, Hissène Habré n'a été ni pire ni meilleur que beaucoup de ses collègues à la même époque, parce que pendant qu'ils étaient au pouvoir, c'est-à-dire dans ces années noires, terribles, 1988 à 1990, 82 à 1990, 8 ans au pouvoir, c'était les années où il avait des compétiteurs en cruauté, partout sur le territoire du continent. Donc, lui a été jugé parce que les circonstances ont permis qu'il soit jugé pour des faits que des ONG et des victimes tout à fait audacieuses ont permis de poursuivre. Mais beaucoup d'entre eux, parmi beaucoup de ses collègues, auraient mérité aussi de comparaître devant une cour. Souvenez-vous quand même, il n'était pas le seul à avoir été jugé pendant tout ce parcours historique. On a jugé Bokassa, on l'a jugé en Centrafrique, on a jugé Moussa Traoré, on l'a jugé au Mali, pour des faits qui sont peu ou prou similaires, pour des comportements au pouvoir qui sont à peu près les mêmes. Donc, quelque part, je ne retiens pas qu'il est le démon personnifié, je retiens qu'il a été le premier à avoir été jugé dans un pays africain pour des faits commis pendant son règne dans un pays africain différent de celui où il est jugé. Hissène Habré, c'est également cette cour spéciale créée par les Africains pour le juger après. Mais c'est bien ce dont je parle. Et c'est il ne faudrait pas que ce soit une seule hirondelle. Il faut qu'il y ait effectivement une permanence de ces juridictions africaines, parce que beaucoup d'Africains appellent de leur vœu qu'il y ait des juridictions africaines. Bon, maintenant que l'expérience sénégalaise avec Habré a démontré la capacité réelle des Africains à prendre en charge eux-mêmes les dossiers criminels contre des chefs d'État africains, on découvre que effectivement il y a sur le plan opérationnel des capacités judiciaires propres aux Africains. Et je me félicite toujours de l'existence de cette juridiction. C'est pour ça que je dis que je retiens d'Hissène Habré qu'il a été le premier chef d'État africain jugé par une cour africaine de justice dans un autre pays africain, dans un cadre totalement maîtrisé et organisé par les Africains eux-mêmes. Bon, ça, c'est déjà une prouesse, mais bon, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Alors, il y a la question du dédommagement également, des victimes de Hissène Habré. Comment on va procéder, maître? Ça c'est là tout le problème, parce que, effectivement, le gouvernement tchadien se préoccupe de leur dédommagement. On est dans la théorie de la continuité de l'État. Si l'État tchadien, aujourd'hui, contemporain, reproche à un ancien chef d'État d'avoir commis des actes qui sont attentatoires aux droits des Tchadiens, qui sont des violations massives de la constitution tchadienne, alors il est tout à fait convenable que l'État prenne en charge leur réparation, à défaut pour l'auteur direct des faits
de pouvoir le faire. Aujourd'hui, il est décédé, donc la question ne se pose plus à son niveau. Mais tout de même, ce n'est pas faire offense à quiconque que de rappeler que à l'époque où les faits se produisaient, son successeur immédiat, le maréchal Idriss Déby, était un chef d'état-major, je veux dire un haut cadre du régime de Hissène Habré. Le chef d'état-major était-il totalement ignorant de ce qui se passait quand on enfermait des gens dans des conditions moyenâgeuses, qu'on les torturait, qu'on les violait? Le chef d'état-major n'était pas au courant. Tout ça a été fait avec le concours des forces armées, des corps habillés. Hissène Habré n'allait pas lui-même faire les opérations de torture, c'était d'autres qui le faisaient. Et le chef d'état-major n'était pas au courant. Quelle hypocrisie! C'est de ça que je parle précisément, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voudrait nous faire passer Hissène Habré comme l'archétype du dictateur africain dont on a eu la peau en le jugeant et en le condamnant à perpétuité. Non, il n'était pas le seul. Il y en avait d'autres. Et je dis, en tout cas, c'est pas parce qu'il est mort, je le disais déjà même avant qu'il ne soit mort. Il n'est pas connu pour être un grand ami de la liberté d'expression, pour être très ouvert sur les libertés individuelles et publiques, non plus le maréchal défunt d'il y a quelques mois. Alors le gouvernement n'est pas prêt à refuser, au cas où sa dépouille veut être rapatriée à N'Djamena. Idriss Déby fils, par le biais de son gouvernement, accepte. C'est un grand pas. Non, c'est pas un grand pas. Je dis, c'est une question de dignité. L'État doit être digne. Un chef d'État, un ancien chef d'État est un ancien chef d'État. Bon, il s'est retrouvé dans l'indignité et qu'il a été jugé, ça aussi, son jugement, le Tchad y a aidé. Ouais. Bon, il y a aidé pourquoi? Parce que, en fin de compte, il fallait absolument empêcher qu'il ne puisse réunir des forces pour revenir au pouvoir. Donc, maintenant qu'il est mort, la dignité voudrait qu'on le laisse au moins revenir chez lui et recevoir une sépulture digne de sa personne. Si on ne veut pas lui faire honneur et se souvenir qu'il a été un chef d'État, parce que, justement, il y a l'opprobre qui s'est jeté sur lui, il faudrait que ces gens-là regardent aussi un peu devant leur porte. Parce qu'ils ne sont pas plus dignes, et ils n'ont pas eu des comportements plus valeureux, en tout cas, plus respectueux des droits de l'homme, que je sache. Parce que on aurait à en redire aussi à leur compte. Très sincèrement, non. Je pense que les comptes ne sont pas faits, ou alors s'ils ont été faits, ils n'ont pas été faits correctement. Vous pensez que Idriss Déby père aurait fait également la même chose? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais en tout cas, après l'avoir servi, après avoir été un de ses cadres les plus zélés, c'est lui qui l'a complètement expulsé du pouvoir. Donc il ne me semble pas qu'il le portait tellement dans son cœur et que son fantôme devait le hanter. Maintenant que tous les deux se sont retrouvés, vont se retrouver à Patresse, ils auront fait leur compte en enfer. Allez, on va parler également du Burkina Faso. Le procureur de la Haute Cour de justice annonce que le dossier est prêt pour le jugement après 4 ans de suspension poursuivie pour leur implication présumée dans la répression de manifestants contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Les 34 membres du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré devraient comparaître très prochainement devant la Haute Cour de justice. Maître, ne pensez-vous pas qu'il y a trop de procès finalement au Burkina Faso? Pourquoi trop? On a parlé déjà du procès du 11 octobre à venir sur l'assassinat de l'ancien président et figure de proue du panafricanisme, Thomas Sankara. On ajoute d'autres. C'est la moindre des choses. Sankara a été tué dans des conditions ignobles. Personne n'a vu son corps. Il a été abattu en compagnie de ses compagnons à l'occasion d'une opération qu'il faut appeler une boucherie. Et il faut laisser cela impuni sous prétexte qu'on est fatigué de procès. Et surtout que la chose se passe 34 ans après. Non, pas du tout. Il n'y a pas trop de procès. Ce procès-là est important.
Et il est utile à l'œuvre de réconciliation. Il est utile à la construction de la conscience nationale. Il est utile à la catharsis nécessaire quand on a vécu des crises aussi graves dans un pays comme le Burkina Faso. Donc non, ce n'est pas trop de procès. Le procès qui est fait actuellement aux membres du gouvernement, il leur est fait pourquoi? Parce que il y avait quelque chose qui se passait sous leurs yeux, qui était totalement indigne, qui était à tous les points de vue inacceptable, et ils l'ont soutenu par pur zèle. Donc on leur reproche une complicité avec quelque chose qui se faisait, là encore, contre l'intérêt national, contre l'intérêt des citoyens. On dit, enfin c'est Saint-Just ou Robespierre qui le dit, pardonnez-moi, je ne sais plus exactement qui en est l'auteur, mais on ne gouverne pas impunément. Oui, on ne gouverne pas impunément, et lorsqu'on on cautionne et qu'on milite pour des lois indignes, ben à un moment donné, on en répond. C'est tout. Mais il y a toujours, je dis toujours, il y a toujours la liberté de démissionner. Quand vous êtes contre, vous dites non, je ne peux pas cautionner cela, alors vous démissionnez. Ben, certains l'ont fait. Ben, ils sont quittes aujourd'hui. Mais ceux qui ont soutenu cela sont poursuivis parce que ce qu'ils ont fait à ce moment-là n'était pas du tout conforme à ce que la morale commune. Allez, en même temps, c'est toujours très facile hein, quand les choses se sont mal passées comme ça, de venir dire qu'ils ont mal fait. Mais quand ils étaient au pouvoir, qui avez-vous entendu qui a protesté? Le peuple burkinabé. Mais en dehors de lui, qui? Ils avaient des collègues au-delà des frontières. Mais on va dire, ça c'est des affaires intérieures d'un pays, on va pas s'en mêler, parce que chez nous, on fait pire. Donc, comme on fait pire, on n'a pas de leçon à donner. Donc, quand on a un gouvernement qui est en train de cautionner un changement constitutionnel qui est totalement inacceptable et que le peuple se révolte, la répression sanglante du peuple est un acte qui peut recevoir une qualification criminelle lorsqu'on a été complice et qu'on n'a rien fait pour l'empêcher. Au même moment, plusieurs analystes pensent que la priorité est ailleurs. Hein. Maître Éric Emmanuel Sousa, les questions d'insécurité au Burkina Faso, et visiblement, on ne regarde pas cela. Mais si, je pense que les questions d'insécurité au Burkina Faso sont la priorité numéro 1 sur la table du Conseil des ministres. Ça, je peux vous le garantir. Parce que c'est quelque chose qui touche à la vie des Burkinabés de tous les jours. Mais voudrez-vous que parce qu'il y a des attaques terroristes et qu'il y a une insécurité, il faut que le pays s'arrête de vivre, il faut qu'on n'aille plus au marché, qu'on n'aille plus à l'école, qu'il n'y ait plus de politique d'éducation et de santé parce qu'on a des priorités? Non. La réconciliation. On a l'impression qu'on engage tout, Maître Éric Emmanuel. Non, attendez. Vous savez quoi? Le développement, c'est tout à la fois. Parfois, il faut donner un peu plus de priorité, mettre l'accent davantage sur tel ou tel parcelle ou aspect, mais il faut tout faire en même temps, c'est-à-dire s'occuper de l'agriculture, de la santé, de l'école, de la réconciliation aussi, parce qu'elle est importante. Les gens vaquent à leurs occupations et ils le font mieux quand ils n'ont pas de rancœur. Donc la réconciliation, elle est importante. Et la justice participe à l'œuvre de réconciliation. Donc on ne peut pas venir dire, on a d'autres priorités, alors arrêtons de faire des procès. Il faut bien faire ces procès-là à un moment donné, et là ça coïncide mal avec l'agenda, parce que tout récemment, on a eu des attaques terroristes sanglants et meurtrières qui ont fait beaucoup de victimes. Mais à mon avis, non, le calendrier judiciaire, il coïncide avec des faits malheureux, mais non, il n'y a pas trop de procès. Maître, maintenant, pourquoi tout le gouvernement? Mais c'est bien ce que je disais, parce que, écoutez, c'est un exécutif qui a décidé d'organiser la répression. Alors, bon, ce serait quand même, là encore, on va essayer de ratiociner un tout petit peu. On veut comprendre. Oui, ce serait quand même un peu lâche de venir chercher uniquement le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parce que le président Compaoré était lui-même en charge de la défense et des anciens combattants, donc qu'il est en fuite. Bon, c'est bon, mais on va prendre uniquement quelques ministres qui étaient en charge de la répression. Non, écoutez, c'est des décisions de Conseil des ministres, que je sache.
le ministre des Eaux et Forêts n'est pas complètement ignorant de ce qui se passe. Le ministre de la Jeunesse et Sport est au courant que ce gouvernement-là auquel il appartient a décidé de forcer, de passer à toute force pour que Compaoré ait encore un troisième mandat, et que ceux qui ne sont pas d'accord seront réprimés. Et quand il y a eu la répression, les morts qu'il y a eu, c'est le gouvernement en son entier qui en est comptable. Pas Compaoré. Enfin, si on dit que c'est lui le patron, d'accord. Mais comme il n'est pas là, mais ceux qui étaient là et qui ont su et qui ne sont pas allés lui dire non, arrêtez, ce n'est pas bon, mais sont tout aussi coupables. C'est bien. Vous savez quoi? Leur demander d'expliquer dans le cadre d'un procès en justice n'est pas nécessairement différent d'un procès en tant que tel. Non. C'est différent, vous voulez dire? Non, c'est un procès, ça ne veut pas dire qu'ils sortent complètement de la communauté nationale. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'était en détention. Aucun. N'est-ce pas? Ouais. Bon, voilà, ils comparaissent libres. On veut leur demander comment est-ce que vous avez gouverné à ce moment-là. Et que chacun s'explique. Que chacun dise pourquoi ils ont été capables d'accepter ce choix-là, qui était un choix totalement anachronique par rapport à l'évolution normale de la démocratie au Burkina Faso. Et ça, c'est sur la répression, sur la gouvernance en profondeur. Un jour, on peut inquiéter également le président Marc Christian Kaboré, parce qu'il a servi le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais attention, oui, il l'a servi, et quand ça n'allait pas, il a démissionné. Il fait partie des gens qui ont démissionné, et en disant non. Et c'est justement parce qu'il a dit non au programme et au projet de Compaoré qu'il est devenu son opposant. Mais j'accepte un opposant comme ça, qui dénonce quelque chose qui est complètement contre l'évolution normale des choses. Oui, c'est des opposants comme ça. On veut bien, il n'a pas tourné sa veste. Il a combattu une idée qu'il trouvait absolument abjecte et inacceptable. Et il a dit, si c'est ça, alors je vais vous combattre. C'est ce qu'il a fait. Et c'est la raison pour laquelle personne ne lui reproche d'avoir servi le gouvernement de Blaise Compaoré. Écoutez, est-ce qu'il a le sang des victimes des manifestations sur la main? Non. On ne peut pas en dire autant. On en dirait autant de Zéphirin Diabré, qui a aussi été un cacique du pouvoir de Blaise Compaoré, de la CPC, mais qui, à un moment donné, s'est rétracté en considérant que ce qui se faisait n'était plus du tout conforme et n'acceptait pas qu'en son nom, on puisse commettre de tels actes. Donc, voilà des hommes politiques qui, à un moment donné, ont montré que la dignité était parfois aussi dans le refus, le rejet de quelque chose qui n'est pas conforme. Ils ont dit non au moment où il fallait. Les autres ont continué de suivre la barque maudite, et quand elle a sombré, ils ont sombré avec. Maintenant, le procès qu'il leur est fait est fait pour dire que vous ne deviez pas, vous n'auriez pas dû aller jusqu'à accepter qu'on tue nos enfants. Alors, ce procès, maître, va avoir quel impact, surtout que les caciques, certains ont fui le pays, certains encore sont en prison et d'autres... Oui, ils sont en prison pour d'autres raisons. Ils n'ont pas encore été jugés pour ces faits-là, mais il aura un impact nécessairement, parce que pour l'exemplarité au moins, demain, j'espère, et le Burkina Faso a toujours de bonnes leçons à nous donner, j'espère que des gens vont prendre la leçon et dire que, désormais, quand ça ne va pas, quand on porte atteinte à l'intérêt des citoyens et quand on mène une marche contre l'histoire, il faut des hommes pour dire non. Et nous en tant qu'hommes intègres, nous démissionnons du gouvernement quand ça ne va pas. Ceux qui l'ont fait sont des héros totalement ignorés, mais c'est un acte héroïque que d'avoir su démissionner d'un gouvernement qui a de pareils projets. On va terminer par l'Afghanistan. L'ancien Premier ministre britannique qui a envoyé les troupes britanniques, bien sûr, en Afghanistan en 2001, a déclaré que l'abandon de l'Afghanistan et de son peuple par les Occidentaux est tragique, dangereux et inutile. L'ex-Premier ministre britannique a lancé une charge violente contre le retrait qu'il qualifie imbécile de Joe Biden d'Afghanistan. Maître, ce sont les déclarations de Tony Blair.
Monsieur Blair a tout à fait la possibilité de convaincre son successeur d'aller substituer l'armée américaine. Pourquoi il ne le fait pas? Non, mais attendez, soyons sérieux. Non, mais écoutez, ces protestations de salon, ça va. Il faut, à un moment donné, savoir garder son sang-froid. Pendant tout ce temps que l'Amérique était, enfin, l'armée américaine était aux États-Unis, que faisait la Grande-Bretagne, enfin le gouvernement britannique et ses premiers ministres successifs? Ils le cautionnaient. Alors, quand ils disent « Nous sommes fatigués de cette guerre qui ne nous rapporte rien, qui nous coûte beaucoup d'argent et qui tue nos enfants, on ne lui apporte pas de supplétif, on ne lui donne pas de renfort, et on dit c'est imbécile qu'il soit parti. » C'est tragique pour le peuple afghan, mais je dis encore une fois, l'Afghanistan a une armée, ou en tout cas en avait une, jusqu'au retour des talibans. Mais si l'armée a débandé complètement devant l'assaut des talibans, c'est parce qu'on avait une armée d'opérette. Bon, ils avaient dans cette armée-là des généraux, des gens mais qui étaient des cracks. Mais ils l'étaient parce qu'ils avaient des Américains à côté. Dès l'instant que les Américains sont partis, ils ne sont plus militaires. Ils deviennent des... Attendez, mais non, ils fondent comme neige au soleil parce que les Américains ne sont plus là. C'est ça, des militaires? Non, l'Afghanistan avait d'autres problèmes. L'Afghanistan a des problèmes de corruption de sa classe politique graves, des problèmes de corruption de son armée, à un point que les militaires faisaient du business et pas des opérations militaires. Sur le champ opérationnel, ils n'y étaient pas. C'est des armées de oisifs. On en a beaucoup, hein, par ailleurs. C'est pas uniquement un mal afghan, il y en a ailleurs. Donc, il faut quand même être sérieux. On nous dit c'est criminel de quitter l'Afghanistan. Ben, pendant qu'ils y étaient, ça coûte cher d'aller occuper l'Afghanistan. La grande armée américaine, elle n'a pas gagné beaucoup de guerres. D'accord? Bon, elle a écrasé l'armée de Saddam Hussein, mais bon, elle n'a pas restauré ni la démocratie, ni la paix en Irak, que nous sachions. Bon, donc, la victoire, c'est pas celle-là qu'on veut. La victoire, c'est vraiment éradiquer le mal qu'on a combattu. Quand on a voulu combattre les nazis, on les a combattus jusqu'au bout. Jusqu'à ce que même le parti nazi était devenu illégal. Il est en train de renaître. Il a des résurgences inquiétantes en Europe actuellement. Mais au moins, pendant 70 ans, on avait la paix. Et beaucoup regrettent aujourd'hui que l'extrême droite a été mise trop longtemps sous le tasseau et on veut le faire ressurgir. C'est d'autres raisons. Mais quand on veut combattre l'idéologie talibane, obscurantiste de ces gens-là, de ces djihadistes, il faut aller jusqu'au bout, comme le monde s'est coalisé pour complètement éradiquer l'hitlérisme. C'est pas ce qu'on fait. On laisse l'Amérique faire le job, et quand elle dit « je suis fatigué, je n'en peux plus, j'ai plus les moyens », on dit que c'est imbécile. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Blair quand il a ce genre de propos. Si c'était si facile, pourquoi ne le fait-il pas lui? Il a une armée qui est très forte aussi, et il a les moyens militaires tout à fait respectables. Est-ce que c'est facile pour lui de pouvoir convaincre le Premier ministre Boris Johnson, j'allais dire, d'envoyer des troupes en Afghanistan? Écoutez, s'ils s'en sentent capables, qu'ils le fassent. Mais attendez, tout le monde serait heureux de voir les Britanniques substituer les Américains lorsqu'ils sont défaillants et emporter surtout, prendre le dessus sur les talibans. Ça, c'est tout ce que tout le monde veut. Mais seulement, personne n'est là pour faire le job. Parce que ce n'est pas facile. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, on ne veut pas avoir de relation avec les talibans. Écoutez, ça c'est la belle affaire. Mais ils s'en fichent. Ils vous demandent de partir. Ils vous ont donné... Ils disent, non, vous voulez prolonger votre séjour? Et disent, non, écoutez, le 31 août, vous êtes partis tous. Et qu'est-ce qui se passe? On plie bagage, on se dépêche de partir. Mais voilà un État souverain. Écoutez, moi je suis pas du tout fan de ces gens-là. Au contraire, non, ils font peur. Ils portent les barbes. Pas la barbe. Ils portent la mort sur le visage. Les talibans. Ils font peur. Il faut bien dire ça. Mais ils sont dignes et souverains. Maintenant, ce qu'ils font de leur peuple,
c'est un autre problème, ça les regarde peut-être, mais si vous n'êtes pas d'accord, à ce moment-là, essayez d'autres voies que la voie de la force armée, qui n'a pas réussi, qui n'a pas donné de bons résultats. Ayons au moins le courage de reconnaître que ça n'a pas réussi. Ce serait déjà pas mal. Maintenant, essayons autre chose. Parlons-leur peut-être un langage qui sont susceptibles de comprendre, pour qu'ils trucident moins les femmes, qui ne veulent pas porter la burqa, pour qu'ils soient... Enfin, j'en sais rien. Mais les talibans, c'est aussi une idéologie. Et si on veut faire une guerre idéologique, c'est pas uniquement les armes au poing qu'on l'a fait. Il faut trouver d'autres moyens, mais à mon avis, ces moyens n'ont pas été suffisamment explorés. C'est la raison pour laquelle la supériorité militaire américaine, théorique, n'est pas arrivée au bout. Mais attendez, les talibans, mettons-nous d'accord sur une chose. Comment se finançaient-ils? Où trouvaient-ils les armes? Ils les fabriquaient? Ils fabriquent des armes, les talibans? Non, ils n'en ont pas fabriqué une seule. Ils les ont achetées. À qui? Si vous creusez un peu, vous allez comprendre que c'est une tartufferie et que M. Blair, sincèrement, avec ses états d'âme, me laisse totalement froid. Un cri peut être envoyé à d'autres armées qui occupent des territoires. Je vais parler de la France, qui occupe le Nord Mali. La France n'occupe pas le Nord Mali. Non. Non, écoutez, ne confondons pas. La France n'occupe pas le Nord Mali. Nous avons le même phénomène. Si les Français s'en vont du Nord Mali, les djihadistes vont descendre sur Bamako. Ça aussi, c'est un fait. Maintenant, si prendre au sérieux les propos de Tony Blair. Maintenant, non. Si vous ne voulez pas de l'armée française, alors allez trouver l'armée rwandaise, l'armée togolaise, l'armée ivoirienne et l'armée tchadienne, coalisez-les pour aller combattre les djihadistes dans le nord du Mali. Et comme ça, au moins, on règle nous-mêmes nos problèmes entre nous. Mais faisons une syndication de nos forces armées et allons régler le problème, parce que ce problème-là nous concerne tous. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le Mali, c'est descendu au Burkina Faso, ça peut arriver par chez nous aussi, à Dieu ne plaise, mais nous ne sommes pas complètement immunes parce que nous sommes distants de 1500 km de la scène d'horreur. Hein. Donc ça nous concerne, et pour l'instant c'est la France qui est prête à faire le job. Soyons au moins reconnaissants pour ça, même si ce n'est pas complètement désintéressé. Ça ne peut pas l'être. D'accord ? Merci beaucoup à vous, maître Éric Emmanuel Sosa. Vous êtes avocat au barreau du Togo. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités, Germain Poli, Firmin Teko Agbo et Adam Adjourno.